Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 septembre 2025 et notre ami Dmitry Orlov est de retour parmi nous. Désolé pour le retard, nous avons eu quelques problèmes techniques. Bienvenue à nouveau, Dmitry. Heureux d'être à nouveau avec vous. Commençons, Dmitry, par le sommet de l'OCS. Qu'est-ce qui a changé par rapport au précédent sommet? Qu'est-ce qui était différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent? Eh bien, je pense qu'il y a une compréhension fondamentale selon laquelle il s'agit essentiellement de toute la planète, à l'exception des parties désagréables, la péninsule qui s'avance dans la mer du Nord et une partie de l'Amérique du Nord. Et ce bloc a trouvé un arrangement viable qui exclut les parties désagréables et est en bonne voie de le faire. C'est donc ce qui se passe et ce qui continuera à se produire. Axu, c'est un mal triomphant que le monde entier est parvenu. Quand on regarde l'Inde aujourd'hui, Dmitry, où voient-ils leur avenir à travers leur comportement? Que pouvons-nous apprendre de leur attitude? Eh bien, auparavant, la majorité des exportations de l'Inde étaient destinées aux États-Unis. Mais l'Inde a depuis réalisé que cette situation n'était pas tenable. Désormais, l'Inde est prête à sacrifier ses exportations vers les États-Unis afin de ne pas avoir à céder sa souveraineté nationale aux intérêts de Washington. C'est là l'accord implicite. L'autre aspect de cet accord est que l'Inde doit trouver un arrangement viable impliquant les grandes puissances eurasiennes, telles que la Russie et la Chine, ce qui explique la présence de Modi à Pékin. Ce sont des facteurs importants qui motivent l'Inde à l'heure actuelle. Aux yeux de l'Occident, la coalition ou le partenariat entre la Russie et la Chine est presque certain. Ils savent qu'ils ne peuvent pas séparer la Russie de la Chine. Mais en ce qui concerne l'Inde, pensez-vous qu'ils estiment encore pouvoir faire quelque chose avec l'Inde, même avec ses droits de douane de 50%? Eh bien, ils s'agitent, vous savez. Ces tarifs sont en grande partie fictifs. Ils ont déjà causé un certain préjudice économique aux États-Unis. Je ne sais pas pour le reste du monde, mais les dégâts pour les États-Unis sont déjà là. En ce qui concerne ce qu'ils ont accompli, en termes de changement de l'ordre politique, probablement rien. Il s'agit probablement simplement d'un comportement agité de la part de Trump, qui pensait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, corriger le déséquilibre commercial des États-Unis en imposant des tarifs douaniers. C'est fondamentalement une idée stupide. Et d'un point de vue économique, c'est un homme stupide. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à en dire. Je pourrais continuer à expliquer pourquoi les tarifs douaniers ne fonctionnent pas ou comment ils se portent. Si le problème des tarifs persiste, si Trump parvient à faire passer la mesure devant la Cour suprême, ce qui est désormais l'endroit où la question sera tranchée, alors d'ici un an environ, nous aurons une inflation du dollar aux États-Unis autour de 8 à 10%. Les paiements d'intérêt sur la dette nationale engloutiront la totalité ou la majeure partie du budget du gouvernement fédéral. Et les États-Unis s'enfonceront de plus en plus vers la faillite nationale. Tout ce que Trump a réussi à faire, c'est d'accélérer ce processus, car la plupart des tarifs seront payés par le consommateur américain sous la forme de prix plus élevés. C'est tout à fait le cas. Et le problème, c'est que l'effet sera étalé sur presque 2 ans, le temps que tout cela se répercute dans le système. Au bout du compte, le fait est que pratiquement tous les acteurs du processus, dans toute la chaîne, les exportateurs, les importateurs, les distributeurs, les fabricants,
Tous ceux qui dépendent des produits importés seront davantage endettés et auront des paiements d'intérêt à effectuer, car ils amortiront ces variations de prix aussi longtemps que possible, afin de rester compétitifs entre eux, etc. Mais au final, nous serons confrontés à une inflation plus élevée aux États-Unis et par conséquent à une perte supplémentaire de compétitivité. Je pense que le cas des tarifs douaniers est quelque peu différent. L'administration Trump est arrivée avec ce type de politique. Pensez-vous que l'administration utilise l'Ukraine comme prétexte pour imposer des tarifs à l'Inde, ou est-ce vraiment lié à ce qui se passe en Ukraine et à la pression exercée sur la Russie? Qu'en pensez-vous? Ah, tu veux dire punir la Russie en la privant de ses revenus pétroliers parce que on n'a pas réussi à la forcer à capituler sur l'Ukraine. Cette idée-là, oui, c'était un bon plan. C'était un excellent plan. Ça a vraiment bien marché. Tout le monde devrait leur donner une tape sur la tête pour celle-là. Parce qu'il semble qu'ils voulaient imposer des droits de douane à l'Inde, mais qu'ils ont utilisé la situation en Ukraine comme prétexte pour le faire. Est-ce que vous ressentez cela aussi? Non. Eh bien, je n'ai pas de sentiment particulier à ce sujet, mais c'était une idée idiote. C'était simplement insensé, juste de la pure bêtise. Et ça n'a pas marché. Alors pourquoi continuer d'en parler? C'était tout simplement stupide. Oui. La question principale serait de savoir comment cela va influencer, comment cela va aider l'administration Trump. Vous avez mentionné que ces 3 dernières années, la valeur du dollar a diminué de 17% par rapport à l'or. Comment cela évolue-t-il? Selon vous, en quoi ce type de politique, cette politique de tarifs douaniers, pourrait-elle aider l'économie des États-Unis, tant sur le plan national qu'international? Eh bien, cela rendra probablement beaucoup plus difficile pour les États-Unis de maintenir un niveau de vie comparable à celui du premier monde. Cela entraînera une inflation plus élevée, ce qui appauvrira de plus en plus de la population. De plus en plus de personnes seront exclues de la classe moyenne, déjà très réduite. Et je ne pense pas que cela aboutira à autre chose qu'à accélérer le processus de faillite nationale. Car les paiements d'intérêt absorberont l'ensemble du budget fédéral. Voilà les conséquences d'une inflation plus élevée et par conséquent de taux d'intérêt plus élevés. Ce sont les effets auxquels je m'attends. Comment voyez-vous l'issue géopolitique du sommet de l'OCS? Dmitri, aujourd'hui, nous voyons non seulement la Russie et la Chine ensemble, mais aussi le dirigeant de la Corée du Nord au premier rang. Ils marchaient ensemble, discutaient entre eux. Comment interprétez-vous la façon dont la Russie et la Chine perçoivent la Corée du Nord? Quel est l'objectif principal, le but principal de la Russie et de la Chine en gardant la Corée du Nord proche d'eux? Oh, la Corée du Nord est le déclencheur, la guerre. Parce qu'il existe un accord entre la Russie et la Corée du Nord. Toute attaque contre la Corée du Nord est automatiquement considérée comme une attaque contre la Russie. Il existe un accord entre la Corée du Nord et la Chine. Toute attaque contre la Corée du Nord est automatiquement considérée comme une attaque contre la Chine. Et la Corée du Nord n'a jamais caché qu'elle viendrait en aide à la Russie. Elle l'a déjà fait à Koursk en repoussant les Ukrainiens hors de la région de Koursk en Russie et probablement quelque chose de similaire avec la Chine. Donc même si ce n'est pas écrit explicitement, il existe un triangle défensif
composé de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Ces trois pays sont actuellement les garants de la paix sur le continent eurasien. Personne n'osera les défier. Il a simplement exposé la vision de la Chine. Il a dit que l'on pouvait choisir entre la guerre et la paix, la coopération et la confrontation. Quelles sont les conséquences de ce genre de propos dans les médias occidentaux grand public? Comment l'administration américaine perçoit-elle cela? Pensez-vous que nous allons assister à une forme d'escalade? Ou bien comprennent-ils le langage de la Chine? Eh bien, ils peuvent intensifier. Ils peuvent choisir de ne pas intensifier. Ils peuvent, je ne sais pas, s'arracher les yeux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Occident. Cela ne change absolument rien à la situation. Si vous regardez attentivement le défilé militaire, comme certains l'ont fait, il s'avère que la Chine a copié toutes les réponses de la Russie à l'action en Ukraine. Il y a de nouvelles armes, de nouvelles technologies de drones, de nouvelles technologies anti-drones. De plus, la Chine suit le rythme de la Russie en ce qui concerne divers autres aspects technologiques intéressants. Ils semblent avoir développé leur propre version de la torpille autonome à propulsion nucléaire Poséidon, qui se déplace sous l'eau à 1 kilomètre de profondeur et peut détruire des continents entiers en produisant des vagues de tsunami de plusieurs centaines de mètres de haut. Vous savez, une ogive nucléaire de 100 mégatonnes à son bord. Donc, la Chine a la sienne. Elle possède également ses propres missiles de croisière hypersoniques, capables de détruire des porte-avions à une distance de, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que c'est 2300 ou 2500 kilomètres des côtes chinoises, bien que certains de ces missiles soient lancés depuis les airs. Cela exclut donc tout l'océan Pacifique, comme théâtre d'opération pour les porte-avions américains. Et il y a beaucoup d'autres technologies, drones, anti-drones qu'ils ont développées. Ils tiennent clairement la cadence. Et puis, l'Inde semble plutôt efficace, comme l'a montré son récent test d'équipement avec le Pakistan. Elle est revenue sur l'idée d'acheter des armes américaines et s'est remise à acheter des armes russes, tout en localisant une partie de la production. Donc en gros, le triangle Russie, Chine et Inde, en matière de technologie d'armement défensif, existe bel et bien. Et encore une fois, cela signifie que les États-Unis ne seront pas en position de leur chercher des ennuis. Ils devraient simplement, vous savez, ranger leurs jouets et rentrer chez eux. Ce qui était vraiment impressionnant à voir lors du sommet de l'OCS, c'était la façon dont les forces de ces pays se sont rassemblées. Surtout quand on considère que la semaine dernière seulement, un article de Politico évoquait les 5 grandes escalades qui pourraient se produire ou s'aggraver considérablement dans les 5 prochaines années. L'une d'elles concernait la Russie et l'OTAN, une autre la Chine et l'Inde, puis le Pakistan et l'Inde. Et là, on les voit tous réunis au sommet de l'OCS. Donc, pensez-vous qu'en voyant les dirigeants pakistanais parler à Poutine, exprimer leur volonté d'améliorer les relations entre le Pakistan et la Russie, comment percevez-vous le fait que la Russie puisse d'une certaine manière jouer un rôle de médiateur, établir un lien ou résoudre les problèmes entre l'Inde et le Pakistan? Je ne pense pas que la Russie ait grand-chose à voir avec cela. La Russie parle aux deux parties et fait attention à ne froisser personne. C'est à peu près tout. Mais l'élément important concernant l'OCS était l'accent mis sur la sécurité indivisible. Il ne doit y avoir aucun arrangement sécuritaire pour un pays donné au détriment d'un autre pays. C'est cela qu'il faut comprendre. Mais l'accomplissement bien plus important lors de l'OCS a été le niveau de compréhension selon lequel les membres de l'OCS et au-delà
les membres des BRICS doivent trouver comment intégrer leur système électronique interne afin d'éliminer complètement ceux de l'Occident, SWIFT et les banques occidentales, se débarrasser du dollar et de l'euro, sérieusement. Car auparavant, le très grand marché de consommation qu'est les États-Unis était plutôt important pour tous ces pays qui étaient de nouveaux pays exportateurs. Aujourd'hui, les marchés intérieurs de toutes ces nations en croissance, contrairement à l'Occident, commencent à dominer sur le plan économique. Il est bien plus important pour les membres de l'OCS et des BRICS de commercer entre eux qu'avec les États-Unis ou l'Europe. L'Europe va également être pratiquement écartée de l'équation. C'est donc vraiment là-dessus que portait l'accent. Personne n'est particulièrement intéressé par la guerre. En fait, il s'agit avant tout de paix, et tout ce bruit de sabre, si l'on peut dire, tous ces défilés militaires, etc., tout cela était en faveur de la paix. Il ne s'agissait pas de guerre. C'est un effort pour convaincre même les personnes les plus difficiles à convaincre qu'un conflit militaire est perdant-perdant, qu'il n'y a aucune raison d'emprunter cette voie. Je pense que le message principal était exactement cela. Et nous avons eu le nouveau projet, Force de Sibérie 2, allant de la Russie vers la Chine en passant par la Mongolie. Et la Mongolie profite simplement de la situation. À quel point cela est-il important et comment cela va-t-il influencer l'Europe d'une manière ou d'une autre? L'Europe est encore une fois la grande perdante. Je veux dire, tout d'abord, les Européens ont dit qu'ils ne voulaient pas acheter d'énergie russe. Donc voilà le cadeau qui leur est fait. Pas d'énergie russe pour vous. Tout part en Chine. Vous n'avez même plus besoin de vous embêter à sanctionner la Russie. La Russie ne vous vendra plus rien. Et ça fait partie de la prise de conscience par la Chine que ces sources de gaz naturel liquéfié ne sont pas sécurisées parce que ces routes maritimes sont très facilement attaquables. L'action militaire américaine contre l'Iran a montré que le détroit d'Ormuz n'est pas si fiable. Donc la Chine ne veut pas être coupée de ces sources de gaz naturel, qui sont très importantes pour elle. Et le projet Force de Sibérie 2 résout partiellement ce problème. Le reste est résolu en redirigeant le flux de GNL de la Russie vers la Chine. Plus de GNL pour l'Europe. Voilà ce que cela signifie en termes de puissance industrielle. C'est le plus grand projet de gazoduc au monde actuellement, et il avance. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Il y avait une vidéo sur Fox News où le journaliste parlait de saboter le nouveau pipeline auparavant. C'est quand même incroyable que si quelque chose comme ça arrive, Dimitri, il ne s'agit pas que de l'Europe ou de l'Allemagne. Ce sera une affaire entre la Russie, la Mongolie et la Chine. Penses-tu que cela pourrait déclencher une grande guerre entre l'Occident et l'Orient? Cela aboutissant à une guerre. Eh bien, le terrorisme est un problème assez différent. Et l'OCS est consacré à des dispositifs de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Je suis certain qu'avec toute la technologie de télédétection en place, ce pipeline sera surveillé. Et si vous regardez une carte, il n'y a pas tant d'endroits où l'on peut y accéder sans traverser un terrain vraiment accidenté sur de très longues distances. Donc, je plains les terroristes qui essaieraient de lancer une telle attaque. Dmitri, pensez-vous que la Russie et la Chine vont essayer d'engager un dialogue avec l'administration Trump à ce stade? Car comme vous l'avez mentionné, la Chine tire des leçons de ce qui se passe en Russie et au Moyen-Orient. Ils savent que la ligne de front se trouve en Ukraine et au Moyen-Orient. Sinon, pensez-vous qu'ils risquent d'entrer dans une sorte de conflit direct avec les États-Unis? Nous avons déjà connu cela avec l'administration Biden.
Il y avait des discussions sur le chef de l'armée au Japon qui affirmait qu'en 2025, il y aurait un conflit militaire direct avec la Chine. Pensez-vous que cet état d'esprit persiste aux États-Unis? Et comment pensez-vous que la Chine et la Russie le perçoivent? Eh bien, je pense que tout le monde, comme l'a dit Trump, eh bien, les États-Unis sont peut-être plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été, mais ils restent dangereux. Et il est très utile pour une nation d'avoir un dirigeant, même si ce dirigeant est entravé par les tribunaux et tout ce système juridique. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Il est toujours utile pour les États-Unis d'avoir une certaine apparence de leadership. Vous savez, il se comporte peut-être comme un adolescent boutonneux, accro aux réseaux sociaux, et il est assez vieux pour retourner aux couches. Mais au moins, il y a quelqu'un avec qui peut-être communiquer, peut-être parler. Bien sûr, tout le monde sait qu'il est inutile de négocier des traités avec le président américain, quel qu'il soit, parce qu'il peut signer n'importe quel bout de papier. Mais ensuite, le Congrès ne le ratifiera pas, donc il ne sera pas appliqué. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Donc tout le monde sait que négocier avec les États-Unis est inutile. Mais malgré tout, étant donné qu'ils sont dotés de l'arme nucléaire et qu'ils ont des bases militaires partout dans le monde, il est utile pour les États-Unis d'avoir quelque chose comme un dirigeant, une sorte de chef avec qui parler, tant qu'il reste en vie. Et Poutine, en le rencontrant en Alaska, a dit « C'est tellement agréable de vous voir et de voir que vous êtes encore en vie. » C'était à peu près ses mots exacts. Lors de ce sommet, ils n'ont pas parlé de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'était intentionnel. Ils en ont peut-être discuté lors de leur réunion. Mais nous n'avons pas entendu grand-chose à propos de l'Ukraine. De quoi s'agissait-il? Était-ce parce que la Russie ne voulait pas en parler? Était-ce à cause de la Chine? Ou bien la nature du sommet n'était-elle tout simplement pas liée à ce qui se passe en Ukraine? Eh bien, c'est le problème de la Russie. L'Ukraine est un problème interne à la Russie en ce qui concerne l'OCS. Poutine en a parlé parce que c'est un problème interne à la Russie, et il a souligné que l'Ukraine n'a pas de gouvernement avec lequel on puisse négocier. Tout accord signé par ce gouvernement est nul et non avenu. L'Ukraine n'est plus un pays. Elle doit commencer par une déclaration d'indépendance. Elle a détruit toute sa base institutionnelle d'existence. Il a invité Zelensky à venir à Moscou, même s'il se peut qu'il n'arrive pas réellement au Kremlin. Il doit passer le contrôle aux frontières à l'aéroport de Sheremetyevo, où il pourrait être reconnu comme criminel de guerre recherché. Et ensuite, il ira quelque part où il déblayera la neige plutôt que de négocier des accords. Donc, je ne sais pas s'il va tomber dans le panneau. Mais il n'est le président d'aucun pays. Son mandat a expiré. Ses responsabilités étaient censées être transmises au président très corpulent du Parlement ukrainien. Mais cela ne s'est pas produit. Il fait encore semblant d'être le commandant en chef, bien qu'il n'ait plus cette autorité. Le pays ne peut pas organiser d'élections, car selon la Constitution, les élections ne peuvent pas avoir lieu en période d'urgence nationale. Personne ne peut lever l'état d'urgence national parce que la personne chargée de le faire n'a plus de fonction politique. Donc, tout cela est tout simplement caduc. L'Ukraine, c'est fini. On peut dire que c'est plié. Mais c'est un problème interne à la Russie, aux yeux de tout le monde, sauf pour l'Union soviétique. Trump doit d'une manière ou d'une autre gérer ceux qui pensent qu'ils vont envoyer des troupes en Ukraine en tant que force de maintien de la paix.
ce qui est une idée complètement absurde. Poutine a déclaré que toute force de troupes non russe sur le territoire ukrainien constitue une cible légitime. Donc, si les Français ou les Allemands décident d'envoyer des troupes en Ukraine, ce qu'ils ne feront évidemment jamais, ils continueront simplement d'en parler. Ces troupes seront détruites, et ce sera la fin de l'histoire. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'OCS, l'Ukraine est un problème interne à la Russie. Et pour la Russie, l'Ukraine n'est même plus un pays. Elle n'a aucune souveraineté. On ne peut pas la traiter selon le droit international, les traités ou quoi que ce soit de ce genre. Dmitri, peut-on comprendre ce qui se passe en Ukraine? Qui tire les ficelles en Ukraine? Est-ce les Européens? Est-ce les États-Unis? L'administration Trump parvient-elle, d'une manière ou d'une autre, à imposer son rythme ou à forcer l'Ukraine à accepter une sorte de règlement? Qu'en pensez-vous? Comment peut-on comprendre la situation en Ukraine, compte tenu de la relation qu'ils entretiennent avec les Européens et les États-Unis? Eh bien, comme je viens de le dire, l'Ukraine n'existe pas. Donc, elle ne peut conclure aucun accord concernant des territoires ou quoi que ce soit de ce genre. Poutine l'a clairement expliqué. Fondamentalement, ce qui doit se passer en Ukraine, c'est un référendum national pour savoir si une certaine région veut rester avec Kiev, rejoindre la Russie, devenir indépendante, rejoindre la Roumanie ou autre chose. Cela n'a pas vraiment d'importance. Mais ce sont les habitants qui doivent décider. Ni Donald Trump, ni le gouvernement de Kiev. Ils n'ont rien à voir avec cela. Le problème, c'est que pour organiser un référendum national, il faut d'abord organiser des élections. Et pour organiser des élections, il faut d'abord lever l'état d'urgence national. Et pour lever l'état d'urgence national, il faut des personnes qui ont l'autorité de le faire. Qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Donc il n'y a rien à faire. Tout ce qui se passe, c'est que la situation continue d'avancer. À un moment donné, l'armée ukrainienne se dissoudra. Il y aura un peu de guerre civile, puis les choses pourraient évoluer. Mais c'est vraiment la seule voie possible. Je ne vois pas d'autres alternatives. Il existe deux issues possibles au conflit en Ukraine. L'une d'elles est l'escalade. D'ailleurs, le titre de cette conférence aujourd'hui est littéralement « Le dernier coup de Poutine, l'ultime frappe de la Russie ». À votre avis, cette ultime frappe de la Russie serait-elle une sorte d'attaque contre l'Ukraine, ou s'agirait-il simplement de tout faire s'effondrer politiquement? Ou bien vont-ils parvenir à un certain accord avec l'Occident et avec les Ukrainiens? D'après ce qui se passe jusqu'à présent, quel est votre point de vue à ce sujet? En réalité, la Russie continue de chercher une solution sur ce qu'elle considère comme son propre territoire souverain, tout en créant une zone tampon pour assurer sa propre sécurité contre les attaques. Et c'est tout ce que fait la Russie. En ce qui concerne l'escalade, vous savez, c'est un mot sophistiqué, mais il n'y a pas d'escalade. Il s'agit d'un processus en cours, qui avance parfois plus vite, parfois plus lentement, de libération de ces territoires, d'élimination de l'armée ukrainienne et de tous les mercenaires qui y sont envoyés, de destruction du potentiel militaire de l'OTAN, car tout cela est gaspillé en Ukraine. Comme je l'ai dit, il n'y a personne en Ukraine avec qui la Russie puisse conclure des accords. Et les Européens, comme les Américains, ne comptent même pas aux yeux de la Russie. L'Ukraine est un problème interne à la Russie. Plus il y a d'ingérence, plus le conflit durera. Mais il finira par prendre fin. Et puisque l'Ukraine, en tant que nation souveraine, n'existe plus, vous savez, c'est un processus qui prendra du temps à se résoudre. Pensez-vous que la Russie ignore totalement le marché européen dans ce processus? Et à l'avenir,
Ou considère-t-elle encore la possibilité d'entretenir des relations avec certains pays européens qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, s'étendre à travers la partie occidentale de l'Europe? Eh bien, la Russie essaie d'entretenir des relations avec certains pays européens. À Pékin, je l'ai vu là-bas sur le podium. Il s'agit d'un petit pays d'Europe occidentale qui tente d'avoir sa propre relation avec la Russie. La Hongrie aussi. Divers autres pays européens ne sont pas aussi capables de mener leur propre politique vis-à-vis de la Russie. Mais ils ont tous certaines limites parce qu'ils ne sont pas souverains. Les nations européennes ont abandonné leur souveraineté à Bruxelles. Et Bruxelles est très mal gérée par des personnes incroyablement incompétentes, comme Ursula von der Leyen, comme cette merveille estonienne qui ne sait même pas qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'est pas vraiment raisonnable pour la Russie de fonder ses espoirs sur une relation constructive avec l'Europe à ce stade. De plus, comme les Européens sont absolument déterminés, je ne me vois pas. Vous m'entendez toujours? Allô? Je t'entends, Dmitri. Tout va bien ici. D'accord, le son continue de couper. Mais quoi qu'il en soit, puisque l'Europe est résolue à détruire sa capacité industrielle, et qu'en conséquence, elle ne sera plus vraiment un grand importateur de produits russes, il n'y a pas vraiment de raison de consacrer beaucoup d'attention à l'Europe. Ainsi, la Russie se concentre absolument sur ses partenaires asiatiques. La Russie mène une politique visant à renforcer son statut auprès des pays de l'Est, avec la Chine et avec les pays de l'ASEAN, tout en ignorant largement l'Europe. En fait, Poutine a déclaré aujourd'hui ou hier que non seulement l'Est et l'Ouest de la Russie, mais aussi le Sud sont importants. Et nous avons vu lors du sommet de l'OCS qu'ils ont invité l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je pense que tout l'enjeu concernant ces deux pays était le conflit en cours et l'importance des projets dans cette région. Était-ce bien le cas? Eh bien, inviter l'Arménie et l'Azerbaïdjan était inévitable puisqu'ils sont membres. Cela ne signifie pas que ces deux pays, l'Arménie en particulier, aient une importance particulière dans l'ensemble. L'Arménie est un tout petit pays qui n'intéresse pratiquement que la Russie, car il y a beaucoup d'Arméniens qui vivent en Russie. Plus de la moitié de la population arménienne vit en Russie, pas en Arménie. C'est la même chose pour les Azerbaïdjanais. L'Azerbaïdjan n'intéresse vraiment la Russie que parce qu'il y a beaucoup d'Azerbaïdjanais en Russie. Ces deux pays sont dans une situation très difficile et ils devront gérer leurs problèmes. Mais à l'échelle plus large, ils ne sont tout simplement pas si importants. Désolé, je vous ai perdu. Je ne vous entends plus. Sorry, I lost you. I can't hear you. Yeah, I didn't know that Armenia and Azerbaijan. Oui, je ne savais pas que l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisaient partie du sommet de l'OCS. C'était en fait surprenant parce qu'on ne parlait pas vraiment d'eux avant ces récentes escalades et conflits dans ces deux pays. Donc oui, c'est un manque de connaissances de ma part. Mais Dmitri, plus tôt nous avons eu quelques problèmes de connexion, mais j'essaye de conclure aussi vite que possible. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons passer à un autre panel pour éviter les problèmes que nous rencontrons en ce moment. Dmitri, concernant l'attaque israélienne contre le Yémen, nous avons vu Israël attaquer le premier ministre du Yémen et assassiner tous les membres de son cabinet avec lui. Les États-Unis sont allés en mer Rouge, mais ils ne l'ont pas fait avant de quitter la mer Rouge. Pourquoi penses-tu qu'Israël a décidé de faire cela? Why did Israel decide to do that, in your opinion? Eh bien, cela correspond au schéma habituel. Israël essaye d'assassiner les dirigeants du Yémen. Israël pense en gros qu'il peut faire tout ce qu'il veut. C'est un pays terroriste. Il lance des attaques terroristes contre d'autres pays.
Maintenant, cela signifie que le Yémen aura besoin d'une nouvelle direction, d'un nouveau gouvernement. Mais combien de millions de Yéménites restent-ils pour former ce gouvernement? Je ne pense pas que le Yémen aura beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, Dmitri, d'être avec nous aujourd'hui. Avant de conclure, parlez-nous de votre dernier article sur votre site web et expliquez-nous comment les gens peuvent soutenir votre travail. Eh bien, mon dernier article porte sur le fait que l'Occident n'existe plus. Vous pouvez le chercher à la lampe torche, il n'est plus là. Cela est devenu, on ne peut plus, évident à travers les événements qui se sont déroulés en Chine ces derniers jours. J'ai écrit sur ce que cela signifie. Ensuite, je pense que je vais me lancer dans une discussion sur la façon dont l'Orient, d'où toute la civilisation humaine est issue, devient le centre de la civilisation humaine, et en quoi cela est, d'une certaine manière, inévitable, et ce que cela implique. Merci beaucoup, Dmitri. C'est toujours un grand plaisir. Thank you. Merci.